Il y a quelques années, j'ai travaillé de nuit dans une station-service parce que j'étais à court d'argent et que j'avais besoin d'un deuxième emploi. J'y ai travaillé quelques mois. C'est vers mon deuxième ou troisième mois que ce type a commencé à venir régulièrement très tard dans la nuit. Toujours vers 2 heures du matin, il mesurait environ 1,80 m. Il avait de longs cheveux filasses. Il entrait toujours, achetait un grand garçon et repartait. Au bout d'un moment, il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit mon nom et il a continué à dire Rob. J'aime bien ça. En riant tout seul, il a ouvert le whisky qu'il venait d'acheter et est sorti du magasin en se parlant à lui-même. Il était clairement bourré. C'est ce soir-là que j'ai voulu savoir s'il avait conduit en état d'ébriété. Chaque fois qu'il venait au magasin, je le regardais partir. Je l'ai regardé partir et il est sorti de la propriété de la station-service sans qu'on le voie. C'est logique. Il n'a jamais acheté d'essence. Chaque fois qu'il venait, il achetait de l'alcool. Je l'ai vu à peu près tous les soirs après ça, pendant un certain temps. Il est venu certains soirs, sensiblement plus ivre que d'autres. Parfois, il s'appuyait sur l'une des étagères pendant un moment sans rien dire. Il m'accueillait toujours avec une robe de foin. Chaque fois qu'il est venu un soir, il s'est appuyé sur une étagère pour boire. Le grand garçon qu'il venait d'acheter. Il ne disait rien, il fixait le mur. Je lui ai demandé son nom. Finalement, il m'a regardé, a pris 5 secondes et a dit « Bob ». J'ai toujours eu l'impression que Bob était un faux nom de prédilection quand on mentait sur son nom. Je me suis demandé si la première chose qui lui était venue à l'esprit était Bob, parce que cela rime avec mon nom. Mais j'ai continué. J'ai dit « Alors, Bob, où travailles-tu » Il a ri si fort que j'en ai été surpris. Il a dit qu'il ne travaillait pas. Il a dit que le gouvernement l'avait complètement viré de son travail. J'ai eu l'impression qu'il était à nouveau défoncé. Il m'a regardé d'un air furieux, mais il m'a dit « Ce qui est intéressant, je t'aime bien, Rob. On dirait que tu sais ce que tu fais. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais il est sorti du magasin juste après. Je ne l'ai pas revu pendant un certain temps. Je dirais que plus d'une semaine s'est écoulée, ce qui, pour un habitué comme lui, était un long moment. Bob m'a toujours donné cette impression d'étrangeté, légèrement flippante. Je me disais qu'il était généralement ivre, mais que quelque chose ne tournait pas rond dans sa vie privée. Un soir de tempête, il y avait moins de clients que d'habitude, probablement à cause de la tempête. J'ai entendu le tintement de la porte d'entrée et quelqu'un est entré. Et je jure qu'avant de regarder, j'ai imaginé que c'était Bob. Et quand j'ai regardé, j'ai été choqué de voir que c'était bien lui, mais c'était une version beaucoup plus effrayante de Bob. Il était complètement trempé. Il ne portait pas de veste de pluie et n'utilisait pas de parapluie. Il était simplement vêtu d'une chemise sombre et d'un jean. Ses cheveux longs étaient trempés et il se tenait debout près de la porte, regardant le mur droit devant lui. Il avait l'air d'être en colère et pourtant son esprit était ailleurs, comme si ses pensées étaient en train de courir. La façon dont il se tenait là, sans rien regarder, complètement trempé, me faisait peur. J'ai dit « Bob, ça va ?» Il n'a pas tourné la tête et n'a pas bougé. Il est resté immobile et m'a dit « J'ai fait quelque chose de très mal. » J'ai demandé « Qu'as-tu fait ?» Il m'a alors regardé et m'a dit « J'ai besoin d'un endroit où me cacher. » Puis il est passé devant moi à la caisse et s'est dirigé vers le petit couloir des toilettes. Il a disparu derrière le mur et j'ai entendu l'une des portes s'ouvrir et se fermer. Je commençais vraiment à me sentir mal à l'aise avec Bob. Je n'appréciais pas sa présence chaque fois qu'il était dans le magasin et ce soir, il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui. Il avait l'air d'un zombie et le fait que j'ai fait quelque chose de vraiment mauvais me donnait la chair de poule. Un certain temps a passé et Bob n'est jamais sorti de la salle de bain. J'ai supposé qu'il était encore bourré, probablement évanoui ou en train de vomir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas voulu intervenir. La dernière chose dont je me souvienne,
c'est que les lumières se sont éteintes et que le magasin est devenu complètement noir. Je me trouvais dans une station-service plongée dans l'obscurité pendant un gros orage, avec un homme ivre et déséquilibré. J'ai utilisé la lampe de poche qui se trouvait derrière le comptoir pour me diriger vers l'arrière du magasin, près de l'entrepôt des stocks et du tableau de bord. La porte vers l'arrière se trouvait dans le même petit couloir que les toilettes. En passant devant les 2 portes des toilettes, je me suis aperçu qu'elles étaient toutes 2 entr'ouvertes et que Bob n'était dans aucune d'elles. J'ai franchi la porte du fond. J'avais l'intention d'aller directement au tableau, mais je me suis arrêté lorsque j'ai entendu un léger goutte-à-goutte quelque part dans la pièce et le crissement de chaussures mouillées. Mon cœur s'est enfoncé dans mon estomac. J'ai dit « Bob » d'une voix très faible et effrayée. J'ai entendu des grincements à ma gauche. Quand j'ai pointé ma lampe de poche dans ce coin, il y avait Bob, les yeux grands ouverts. Il s'est jeté sur moi et a commencé à crier « Je vais te tuer, putain !» Je l'ai repoussé de moi alors qu'il me griffait le dos. J'ai couru vers l'avant du magasin en passant par la porte. Il ne m'a pas suivi. J'ai pris ma veste de pluie et j'ai couru jusqu'à ma voiture. Je me suis assise dans ma voiture. J'ai composé le 911 et j'ai parlé à une opératrice. Je suis resté en ligne avec elle et il n'a pas fallu longtemps pour que 2 officiers de police arrivent et entrent à l'intérieur avec moi. Bob se cachait toujours dans l'arrière-boutique, recroquevillé dans un coin, apparemment comme une créature enragée. Ses pupilles étaient énormes. Je ne l'ai remarqué qu'à ce moment-là. Il était sous l'emprise de quelque chose. Ils l'ont emmené au poste. Après que je leur ai raconté cela, il s'est jeté sur moi, a menacé de me tuer et a déclaré qu'il avait fait quelque chose de très grave auparavant. Plus d'1 mois plus tard, j'ai appris que le vrai nom de ce Bob était Martin. Il avait brutalement battu son ex-femme à mort. Il est possible que cela se soit produit le soir même où il est entré dans la station-service. Pour faire court, je n'ai plus jamais voulu travailler dans une équipe de nuit, quel que soit le travail, après cette nuit-là. J'ai beaucoup conduit de nuit dans ma vie. Pas pour le travail ou quoi que ce soit d'autre. Avec mon groupe d'amis, on restait toujours dehors jusqu'à des heures folles. Quand nous étions à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, on peut dire que nous étions des perdants. Nous pensions que rester dehors jusqu'à 5 heures du matin tous les week-ends dans les parcs ou les parkings, c'était cool. Avec le recul, c'était une stupide perte de temps. Mais c'est essentiellement pour cette raison que j'ai eu ma part de conduite à des heures indues de la nuit. Et en général, c'est là que les ivrognes et les fous sont sur les routes. C'était un soir de week-end. Il devait être près de 4 heures du matin. Je voulais rentrer chez moi. J'ai raccompagné un de mes amis du parc où nous nous trouvions. Et avant de rentrer moi-même, j'ai dû m'arrêter pour faire le plein. J'aimais bien faire le plein la nuit, parce qu'il n'y avait pas d'autres voitures sur le chemin. Je me suis arrêté à l'une de mes stations-service habituelles, non loin de la maison de mes parents. Alors que je me dirigeais vers le bâtiment pour payer, un petit gars portant une capuche est passé devant moi. Il s'est arrêté et m'a regardé fixement. En passant, j'ai dit « Quoi ?» J'ai continué à marcher et il m'a répondu « Rien ?» Alors j'ai continué à marcher. Typique d'un drogué. Je suis entré dans le bâtiment pour payer le préposé à mes invités. J'ai aussi acheté un billet de loterie. Pendant que j'étais là, je suis revenu à l'extérieur et j'ai commencé à faire le plein. J'ai regardé autour de moi et, comme prévu, c'était une ville fantôme à cette heure. Une fois le plein fait, je suis remonté dans la voiture et j'ai commencé à rentrer chez moi. À mi-chemin, j'ai entendu quelque chose derrière moi. J'ai regardé dans le rétroviseur et il y avait quelqu'un sur le siège arrière qui me regardait. J'ai poussé un cri si fort que mes poumons ont failli s'effondrer. J'ai freiné et j'ai crié « Sortez !» C'était le type de la station-service.
j'ai ouvert mes portes et j'ai commencé à crier à l'aide. Je savais qu'au moins 2 personnes sortiraient de chez elles. Bien sûr, les lumières des porches de quelques maisons se sont allumées et j'ai vu des portes s'ouvrir. Le type est sorti de ma voiture et m'a dit « J'aurais pu te trancher la gorge ». Alors que des gens sortirent de chez eux, il a commencé à s'enfuir dans la rue. Je ne l'ai pas poursuivi. Quelques personnes se sont approchées de moi et m'ont demandé si j'allais bien, et je leur ai raconté comment un étranger s'était retrouvé sur mon siège arrière. À ce moment-là, l'homme était hors de vue. Je n'allais pas commencer à rouler après un drogué. J'ai remercié les gens qui étaient devenus et j'ai continué à rouler jusqu'à la maison en m'assurant que je ne le verrais nulle part pendant le reste du trajet. Ce fut l'expérience la plus effrayante de ma vie. Cet événement s'est produit au milieu des années 60 dans la région d'Atlanta. J'avais alors 8 ou 9 ans. Mon père enseignait dans une banlieue d'Atlanta située à une certaine distance de notre maison. J'allais à l'école où il enseignait, et je l'accompagnais donc tous les jours. Cependant, nous devions nous lever très tôt chaque matin et partir avant le lever du soleil. Nous nous arrêtions toujours plusieurs matins par semaine pour faire le plein d'essence dans une petite station indépendante. Nous étions souvent la première voiture à arriver peu après l'ouverture de la station. À l'époque, le service était complet. Il y avait une cabine avec un préposé qui venait faire le plein, laver les vitres, etc. Il avait toujours une liasse de billets dans sa poche et un appareil à la ceinture dans lequel il comptait les pièces. Derrière les pompes, il y avait de petites salles de bain. Je les utilisais souvent les matins où nous nous arrêtions, car la route était assez longue. Un matin, nous sommes arrivés avant l'aube et avons trouvé la station complètement déserte. C'était totalement silencieux, à part les bruits de la circulation. Il n'y avait aucun signe d'un préposé, que ce soit dans la cabine ou ailleurs dans la station. Mon père a klaxonné une fois, puis plusieurs fois, mais il n'y a pas eu de réponse. Nous avons discuté de ce qui pouvait être le problème. Mon père a d'abord suggéré que le préposé était peut-être aux toilettes, mais comme il n'apparaissait toujours pas, il a dit que le préposé avait peut-être eu des problèmes de voiture et n'avait pas pu arriver à l'heure au travail. Nous avons continué à attendre pendant plusieurs minutes. Aucune autre voiture ne s'est arrêtée. J'ai dit à mon père que j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'ai mis ma main sur la poignée de la voiture pour sortir. Mais il m'a dit que nous ne pouvions pas attendre plus longtemps et que je pourrais aller aux toilettes à la prochaine station où nous arriverions. Alors nous sommes partis en nous demandant toujours ce qui s'était passé. Un jour ou 2 plus tard, mon père lisait le journal local lorsque j'ai entendu une grande exclamation de sa part. Il nous a parlé avec enthousiasme, à ma mère et à moi, d'un petit article qui indiquait que le corps d'un pompiste avait été découvert, poignardé à plusieurs reprises, dans les toilettes pour hommes de la station. C'était la station où nous allions toujours. L'article indiquait que le motif semblait être le vol, car tout l'argent liquide et les pièces de monnaie avaient disparu tôt dans la matinée. Le montant total de l'argent n'était probablement pas très élevé. L'article ne donne aucune indication sur le montant qui a été dérobé, mais en tout état de cause, cela n'a pas arrêté le tueur. Je me suis souvent demandé comment j'aurais été affecté à ce jeune âge si j'avais insisté pour aller aux toilettes dans cette station et que j'avais ouvert la porte pour découvrir le corps du pompiste assassiné. Nous ne sommes plus jamais allés dans cette station-service. Cela s'est passé lorsque j'avais 25 ans. Je conduisais du nord au sud du Texas et, en raison de mes horaires de travail, je ne pouvais le faire que tard dans la nuit. J'ai emprunté la route 281 pendant la majeure partie du trajet et, à 7 heures tardives, c'était une route facile et droite. Il fallait juste que je me tienne éveillé. J'étais déjà un peu fatigué par le travail et prendre la route juste après a été brutal. J'ai dû m'arrêter sans cesse pour prendre un café dans des stations-service au hasard, juste pour tenir le coup. Je crois que c'était la 3e fois.
Je commençais à me sentir un peu endormi et, en plus, j'avais besoin de faire le plein. Je me suis arrêté à la première station-service que j'ai pu trouver sur les routes secondaires désolées. Je ne me souviens plus du type de station-service, peut-être une Sunoco ou une Shell. Il y avait une seule autre voiture dans le parking. Je me suis garé à côté d'une des pompes et je suis entré. Il y avait 2 personnes dans le magasin, la caissière, et j'ai remarqué un autre type qui faisait les 100 pas dans les allées. Je suis allé à la cafetière et je me suis servi une tasse. Le type qui faisait les 100 pas s'est approché de moi et m'a dit « Attention, c'est chaud ». Puis il s'est mis à rire. C'était une tentative minable, effrayante et inutile d'entamer une conversation à laquelle je n'ai pas mordu. Je n'étais pas d'humeur. Je n'ai pas répondu et j'ai apporté le café à la caisse où je l'ai payé ainsi que l'essence. Le type s'est approché derrière moi pendant que je payais et m'a dit que j'aimais beaucoup ce haut. J'ai répondu « merci », juste assez fort pour qu'il m'entende. Il a ensuite demandé où vous alliez si tard dans la nuit. J'étais tellement agacé que je lui ai demandé fermement de me laisser tranquille. Le caissier était un hispanique d'une 40aine d'années. Je n'étais pas sûr qu'il comprenne l'anglais ou qu'il lise la situation qui se déroulait devant lui, mais il était également plus petit et il était peu probable qu'il intervienne. L'homme derrière moi m'a dit de me calmer. Après lui avoir demandé de me laisser tranquille, j'ai quitté le magasin sans dire un mot de plus et je me suis rendu à ma voiture. Quelques secondes après avoir quitté le magasin, j'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau. J'étais maintenant à côté de ma voiture et je m'apprêtais à faire le plein tandis que l'invité commençait à pomper dans ma voiture. J'ai entendu ses pas sur le béton de l'autre côté des pompes. Puis, ils se sont arrêtés. Lorsque les pas se sont arrêtés, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai remarqué qu'il se tenait de manière inquiétante de l'autre côté de la pompe que j'utilisais. Il était littéralement là, à me regarder. Il n'était pas en train de faire le plein. Il n'y avait même pas de voiture. J'ai envisagé de prendre mon spray au poivre sur la console centrale. Le type m'a demandé si j'étais seul. Lorsqu'il a demandé que la gravité de la situation augmente considérablement, j'ai répondu « Non, mon petit ami est dans la voiture ». J'ai ouvert la portière et j'ai rapidement saisi le spray au poivre sur la console centrale. Je l'ai saisi et l'ai tenu à côté de moi, en faisant semblant d'être toujours concentré sur l'action de pomper l'essence. L'homme se déplaçait autour de la pompe à essence comme s'il venait à mes côtés. Il a dit « Je ne vois personne dans la voiture ». J'ai sorti le spray au poivre et je l'ai dirigé vers l'homme qui a ri et a reculé. Il a dit qu'il essayait juste de faire la conversation. Il marchait à reculons, toujours concentré sur moi. J'avais presque fini de faire le plein d'essence. Puis, j'ai senti et entendu un cliquetis. L'essence s'est arrêtée de pomper. Mon réservoir était plein. Il me restait environ 6 $ de monnaie. J'ai dû retourner à l'intérieur pour les récupérer. L'homme se trouvait entre le magasin et moi. Je devais faire un choix. J'ai décidé d'aller chercher ma monnaie. J'ai levé le bras en l'air, tout en pointant la bombe lacrymogène sur lui. Il a continué à reculer en ricanant. Lorsque j'ai été en sécurité, je lui ai tourné le dos, je suis entré dans le magasin et j'ai demandé de la monnaie à la caissière. J'ai dit au caissier que cet homme me mettait vraiment mal à l'aise, mais il semblait ne pas vraiment comprendre ce que je disais. Une fois que j'ai eu ma monnaie, j'ai regardé par la porte vitrée du parking avant de partir. Je n'ai pas vu cet homme. J'avais peur de sortir. Et si vous vous cachiez quelque part? Je suis sorti devant le magasin. Je n'ai pas quitté ce petit trottoir. Je suis resté là à regarder autour de moi. L'homme avait disparu, ce qui signifiait qu'il se cachait absolument. Finalement, une camionnette est entrée dans le parking et s'est arrêtée à côté d'une des pompes. Un grand homme barbu en est sorti et je me suis approché de lui pour lui demander de l'aide. Je lui ai demandé de vérifier si un homme se cachait derrière ma voiture. Il était confus, mais il l'a fait pour moi. Il est arrivé de l'autre côté de ma voiture et a crié
qu'est-ce que vous faites? » Et voilà que cet homme effrayant s'éloigne à toute allure de derrière mon cardinal. Il s'est mis à courir dans l'obscurité autour de la station-service. Je pense que cela signifie beaucoup. Et il m'a dit, avec son épais accent du Sud, de faire attention dehors. J'ai quitté ce parking en toute hâte et j'ai poursuivi ma route. Cet homme effrayant attendait à 100% de bondir dès que je déverrouillerais les portes de ma voiture et cela me perturbe vraiment.